Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Benyamin Netanyahou assure que la guerre dans la bande de Gaza sera longue et difficile. Israël qui considère Gaza, désormais la bande de Gaza, comme un champ de bataille. Rien ni personne dans le monde aujourd'hui ne peut empêcher cette offensive terrestre ? Si, je pense que les opinions publiques le peuvent. Et qu'il faut se mobiliser plus que jamais pour demander le cessez-le-feu, trêve humanitaire, le cessez-le-feu. Là, je reprends même les termes, vous voyez, de Mme Borne et Mme Colonna l'année dernière. Et puis de rouvrir des négociations, des pourparlers de paix sur la base de 2 États. Mais vous pensez donc que Israël, qui a beaucoup d'Israéliens otages du Hamas et qui est prêt à mettre leur vie en danger en allant dans la bande de Gaza, peut écouter les opinions dans les autres pays? Écoutez, je vois pas d'autre solution que de l'essayer. Voilà, parce que je vois pas d'autre solution que de l'essayer pour une bonne raison, c'est que autant on ne pouvait pas malheureusement anticiper les crimes de guerre du Hamas. Là, il y a des crimes de guerre sous nos yeux qui se déroulent, et là on les voit. Donc là, il y a moyen au moins de protester, de s'y opposer. Et de faire surtout des propositions pour un retour à la paix. Crime de guerre, c'est parce que selon vous, Israël cible à dessein des populations civiles ? Ah bah très clairement, c'est même pas moi, c'est Emmanuel Macron il y a pas longtemps qui dit toute frappe sur des infrastructures civiles constitue un crime de guerre. Qui ne peut rester impuni. C'était le 23 novembre à propos des frappes russes sur l'Ukraine. Là, on est bien à ça. Dans le droit international, la nuance, c'est si c'est un objectif militaire qui est visé. Donc c'est l'intentionnalité. Mais là, je vous rappelle que depuis le 7 octobre, il y a 7726 personnes civiles qui sont mortes à Gaza, dont 3038 enfants. Et c'est les chiffres, non pas, comme c'est habituel de le dire, du ministère de la Santé du Hamas, mais ça, c'est les chiffres du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA. Donc, principalement, mais à une échelle bien plus grande, c'est pas les combattants du Hamas qui sont en train de mourir, c'est les civils palestiniens et les gens qui bombardent de manière intensive des immeubles et autres, et même y compris des infrastructures de santé, y compris des journalistes. Je vous rappelle qu'il y a plus de 27 journalistes qui sont morts maintenant depuis le début des conflits. Et des personnels humanitaires aussi. Ça très bien ce qu'ils sont en train de faire. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est un nettoyage ethnique de Gaza, parce que l'objectif de cette guerre, c'est ce que Netanyahou, le 22 septembre, devant l'Assemblée générale de la Nation Unies présentait suite aux accords qu'il avait eus avec certains pays arabes, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de possibilité de territoire palestinien à l'avenir, ni en Cisjordanie et Gaza, et que la question palestinienne soit réglée par la question d'un grand Israël qui nie ses droits. C'est ça. Il y a eu le 7 octobre entre-temps. Il y a eu le 7 octobre, il y a eu les attaques du Hamas. 1400 morts sur le sol israélien. Jusqu'où va le droit d'Israël à se défendre ? Mais je crois que la question, c'est que dans quel conflit sommes-nous ? Voilà. Est-ce que nous sommes, comme le monsieur Netanyahou le veut depuis des années, est-ce que nous sommes dans un conflit qui est celui d'une guerre de religion, de choc de civilisation, où Israël est du côté de la démocratie et les Palestiniens du côté du mal, par l'effet à travers le Hamas avec Daesh, Al-Qaïda et autres, et qui nécessiterait une coalition de toutes les démocraties avec eux, ou est-ce que nous sommes dans un conflit colonial qui dure depuis 75 ans et plus encore depuis que M. Netanyahou, le gouvernement d'extrême droite, est arrivé en Israël, Israël ne doit pas se défendre, où on fait en sorte que des colonies continuent à s'implanter en Cisjordanie contre tout le droit international. Vous savez qu'il y a plus de 100 morts en Cisjordanie depuis le 7 octobre, que je chasse, c'est pas le Gaza en Cisjordanie, tués par des colons. Bon. Et faire en sorte que Gaza, au bout d'un moment, les Palestiniens, c'est ce qui est en train de se passer, soient obligés de partir. Nous sommes dans ce conflit. Dire ça ne veut en aucun cas, j'allais dire, avoir une quelconque, ne veut en aucun cas ne pas condamner absolument ce qu'a fait le Hamas, qui est une monstruosité évidente de massacre de civils que rien n'excuse. Mais à part condamner, mais ce moment-là absolument monstrueux s'inscrit non pas dans la logique du choc des civilisations, mais c'est la logique d'une guerre coloniale que mène Israël, plus encore, je le répète, Monsieur Netanyahou, au nom même d'ailleurs de paroles de plus en plus messianiques, vous le savez. Dire ça, c'est pas légitimer les attaques du Hamas sur le sol israélien ? Pas l'attaque du Hamas, y compris parce que ça se retourne d'abord contre les Palestiniens. Je légitime pas l'attaque du Hamas parce que je refuse l'idée qu'on puisse mener une guerre avec des massacres de civils. C'est valable pour le Hamas, mais c'est valable en ce moment pour les bombardements israéliens sur Gaza. Mais j'essaye de comprendre. Et pourquoi c'est important de comprendre ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que il faut essayer de donner une issue à ça. Si on est dans le choc des civilisations, alors à ce moment-là, le chef de l'État, l'autre jour, quand il appelle à une coalition, a raison. À ce moment-là, la présidente de l'Assemblée qui dit « c'est dommage, il y a des victimes civiles, mais Israël a le droit de se défendre », a raison. Si on est bien dans un conflit d'abord
coloniale menée par Israël pour faire en sorte qu'il ne puisse pas y avoir l'existence d'un État palestinien à ses côtés, ce que reconnaît la résolution de l'ONU, alors on demande le cessez-le-feu, la trêve humanitaire, et on essaye de résoudre la question de manière politique. Mais il est peut-être possible de faire la part des choses entre le discours que vous tenez, ce regard historique, et puis l'immédiateté de la chose, les attaques du Hamas le 7 octobre, et la réponse d'Israël à ces attaques, oui. Quand la France a subi des attentats, elle a mené des réponses. Mais ce n'est pas, excusez-moi, justement, je ne fais pas le parallèle. Oui, je sais que vous, mais la question que je vous pose est, y a-t-il une réponse militaire d'Israël après ces attaques qui pourrait vous sembler légitime? Et si oui, laquelle? La réponse... Aucune ou... Non, mais c'est pas ça, c'est que la réponse militaire d'Israël en ce moment, je vous fais remarquer que principalement, elle vise les civils palestiniens. À une échelle mais évidente. Donc moi je m'interroge. Quand par exemple Israël, on parle. Moi je crois pas à cette histoire de. C'est un élément sur lequel s'appuie Netanyahou. Mais moi je pense que les objectifs de guerre ne sont même pas les représailles. Je vous l'ai dit, c'est d'en finir avec la possibilité d'un territoire palestinien sur Gaza. C'est ça qui est l'objectif. Bon, si Israël, son souci était avant tout la préservation des Israéliens. Mais vous croyez qu'ils agiraient comme ça vis-à-vis des otages israéliens retenus aujourd'hui à Gaza? Bien évidemment. Rien n'est fait pour faire en sorte que ces otages... Même la population israélienne est partagée sur le sujet. Bien sûr, mais il y a plus de critiques. Il y a plus de critiques en Israël qu'en France sur ce que fait le gouvernement Netanyahou. Et ce, dès le 8 octobre. La une de Haaretz, je vous rappelle, le 8 octobre, journal de centre-gauche, c'était le fait que le principal responsable, c'était Netanyahou. On aurait fait ça, on serait fait traiter tous les noms. Donc, on a cette situation qui est donnée, et moi je crois que la question va pas se résoudre. Qu'est-ce que vous croyez qui est en train de se passer? Vous croyez que les civils, les enfants qui meurent sous les bombes israéliennes, ça va les calmer? Vous croyez que si c'est ça l'objectif, vous croyez que ça va les calmer par rapport à Hamas? Non, ça ne peut pas les calmer parce que l'objectif, c'est de faire en sorte qu'ils partent et que on atteigne l'objectif de Monsieur Netanyahou, qui est un grand Israël, et que les droits du peuple palestinien, soient partis dans les limbes de l'histoire, et ce, au nom d'un messianisme qui, à mon avis, je vais vous le dire, en termes d'objectifs, ne vaut pas mieux que le messianisme du Hamas que je critique absolument et vous les mettez sur le même plan à ce niveau-là. Concrètement, Éric Coquerel, que faire de plus? Est-ce que la France insoumise demande des sanctions contre Israël? Déjà, le droit de manifester dans ce pays. Parce qu'on est quand même un des seuls pays où, en Europe, dans les démocraties, on interdit à des gens de manifester pour demander le cessez-le-feu. Pas tout le temps. Il y a eu des manifestations d'accord, mais à Paris, on les interdit. Rassemblement interdit. Au nom de choses très très étonnantes, c'est-à-dire au nom de non pas d'un problème de maintien de l'ordre, le préfet le reconnaît, mais au nom d'une question morale. Alors moi j'ai vu l'appel, j'ai vu aucun appel si c'est ça la question. Il y a aussi une question de maintien de l'ordre. Pour hier en tout cas, c'était le fait que ça passe dans des quartiers. Interdit. Oui, mais les motivations de l'arrêt, c'est ce que vous mettez en avant. Je me permets de le préciser. Oui. Mais c'est que le tracé de la manifestation, il y avait une déambulation et que ça passait dans des quartiers où il pouvait y avoir des centres culturels ou culturels plus possibles. Le préfet Nunez a reconnu lui-même la question prioritaire, c'est qu'il estime que c'est une question, dit-il, morale et immatérielle. Bon, alors qu'il y a aucun des appels, je les ai lus, qui appellent évidemment à un quelconque soutien du Hamas, etc. Donc on n'a pas le droit dans ce pays. Alors je ne sais pas si c'est la concrétisation de la coalition à laquelle a appelé bien imprudemment le président Macron avant de revenir heureusement à la raison. Manifestement, il a eu un moment assez étonnant au contact de Bibi, comme il dit. Bien, je sais pas si c'est ça. Bâillonner les Français. C'est très bizarre. Écoutez, qu'est-ce que c'est d'autre? Il y a pas. Rendez-vous compte. Nous sommes dans la seule capitale européenne où les gens ne peuvent pas manifester pour demander la paix, le cessez-le-feu et la reconnaissance des droits palestiniens. C'est ahurissant. Donc ça, je m'y oppose totalement. Donc la première chose, c'est d'avoir le droit de manifester. Je vous réponds. Et la deuxième chose, c'est de faire tout en sorte déjà que notre gouvernement ait une seule ligne. Voilà. Moi, la ligne, malgré une série d'attaques, parce que avant ça, il faut évidemment attaquer France Insoumise, les calomnies et autres. Mais la ligne de Madame Borne et Madame Colonna à la fin de la semaine dernière me va. D'accord? Bon, c'est-à-dire cesser le feu, trêve humanitaire vers le cessez-le-feu, fin des colonisations, reconnaissance du problème de la colonisation, et puis revenir pour parler de paix avec deux États, droit à la sécurité pour Israël, droit à un État pour la Palestine. Mais ce n'est pas ce qu'a fait Emmanuel Macron. Déjà, si on obtenait ça, ça serait bien. Et puis après, si ça continue... Ça ne dépend pas que de la France. Oui, mais enfin, d'accord, mais la France, dans le passé, quand elle a eu une voix forte dans ce sens-là, excusez-moi, ça a compté. Voilà. Donc, j'aimerais bien que la France, ça compte. Et puis, s'il y a plusieurs États qui vont de la même manière, peut-être que les États-Unis d'Amérique iront encore un peu plus nettement et qu'on évitera, parce que c'est de ça dont il est question.
on évitera peut-être un conflit généralisé au Proche et Moyen-Orient. Éric Coquerel, aujourd'hui, on en est là. Au vu de tout ce qui s'est passé à gauche depuis l'attaque du Hamas en Israël, l'éclatement de la nupe, est-ce que vous regrettez aujourd'hui d'avoir braqué vos partenaires ? Mais encore, on a braqué nos partenaires. Excusez-moi, on a un de nos partenaires qui nous a dit qu'on était les idiots utiles du Hamas. D'accord ? Alors que je sache, vous faites référence à Jérôme Guedj, le député socialiste. Parce que je fais remarquer qu'on est quelques-uns à recevoir des menaces de mort comme ça, avec ce genre d'attaque. Vous trouvez que c'est braquer les partenaires ? Vous avez tergiversé, en quoi nous avons tergiversé ? Votre premier communiqué est le fait de ne pas condamner, de ne pas qualifier de terroriste le Hamas. Je vais vous refaire le film. Nous avons toujours, dès le début, pleuré les victimes civiles israéliennes. Mais nous avons aussi pleuré les victimes palestiniennes parce que depuis le début de l'année, il y a eu presque 300 Palestiniens tués. Que ça ne fait pas une ligne dans l'actualité. Je pense vous n'avez pas passé beaucoup de temps avec des invités à commenter ce sujet-là avant le 7 octobre. Non, vous pouvez regarder. À mon avis, c'est pas des sujets qui font la une de l'actualité en France. Donc nous avons dit ça aussitôt que nous avons eu connaissance des massacres. Et ici, sur France Info, je l'ai fait sur France Info. Dès que j'ai eu connaissance, nous avons condamné ces actes de terreur. Et lundi, ici, là, même à ma place, le lundi 9 octobre, Manuel Bompard a été un des premiers hommes politiques à parler de crimes de guerre. Alors, si vous trouvez que ça c'est pas condamné... Jean-Luc Mélenchon, le leader insoumis, qui a publié plusieurs tweets, qui a pu braquer la gauche. Moi, je vous pose une question simple. Est-ce que l'union peut se faire aujourd'hui sans Jean-Luc Mélenchon ? C'est ce que demandent vos partenaires. Écoutez, c'est pas ça la question. La question n'est pas là, c'est pas sans Jean-Luc Mélenchon. Arrêtons de personnaliser. Quand nos partenaires demandent ça, c'est qu'en réalité, ils veulent revenir sur quelque chose qui s'est passé en 2022, qui est le fait que la gauche se rassemble sur un programme de rupture que nous incarnons et que Jean-Luc incarne. Sauf qu'il n'y a pas que vos partenaires, il y a des voix au sein de votre parti aussi. J'en sens bien, mais les voix au sein de mon parti qui, en ce moment, vont sur ce thème se trompent parce qu'ils pensent que la question serait un frein, c'est Jean-Luc Mélenchon. Je vous dis que la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que la gauche peut se rassemble dans ce pays sur un programme de rupture qu'il a incarné parfaitement à 22% ou pas ? Et c'est ça que certains de nos partenaires, mais plus encore d'ailleurs ceux qui n'étaient pas d'accord avec la NUPES, que ça soit Fabien Roussel qui dès le départ n'était pas d'accord avec la NUPES ou des gens au PS qui ne l'étaient pas, c'est ça qui est en train de se jouer. Et je regrette qu'Olivier Faure, je vais jusqu'au bout, ou d'autres partenaires qui eux sont, à mon avis, sincèrement pour la NUPES, qui ont passé, j'allais dire, ce guet qui est l'idée que la gauche peut pas continuer à incarner une alternative si elle a le même programme finalement que tous les tenants du système libéral. Je regrette qu'ils répètent la même petite musique et qu'ils laissent penser que nous avons eu des ambiguïtés. Nous avons condamné le Hamas. Nous considérons que c'est des actes de terreur et je vous ai expliqué, comme l'AFP l'a fait hier, pourquoi le mot terroriste est payé, parce que sinon ça nous renvoie au choc des civilisations alors qu'on pense que c'est un conflit politique. Voilà tout. Est-ce qu'on peut avoir une parole libre en interne au sein de LFI très rapidement ? Bien sûr. Alors, si je vous pose la question, c'est parce que votre collègue insoumise, Raquel Garrido, est convoquée très bientôt par des cadres insoumis pour s'expliquer, parce qu'elle a critiqué Jean-Luc Mélenchon sur des plateaux. C'est pas pour ça. Il y a des questions qui se sont posées et vis-à-vis du comportement de Raquel. Moi, j'ai pas envie de passer du temps parce que pour moi, ici, excusez-moi, dans le moment qui nous est posé, la vie interne du groupe de France Insoumise n'est pas une question fondamentale. Donc, il y a une demande d'explication. On en est là, c'est tout. Qui sera faite et pour l'instant ça en reste là et ça ne va pas plus loin. Et bien évidemment on a une parole libre. Est-ce que vous croyez que j'ai pas une parole libre de ce que j'ai envie de dire et de ce que j'ai envie de prononcer, bien évidemment. Et que je sache d'ailleurs, si je regarde les journaux, y compris la place qui est accordée aux gens qui ont des critiques à faire, qui est quand même importante, eh bien personne n'est avare de ces paroles. Donc bien sûr qu'elle peut être possible, mais la question elle est à un moment donné, elle est politique. Moi, par exemple, je vais vous le dire, je l'ai fait, je l'ai dit. J'ai eu des critiques sur le fonctionnement de France Insoumise ces derniers mois. Mais là, en ce moment, ce qui se joue, ce n'est pas ça. Ce qui se joue, c'est le fait de minoriser, de diaboliser la principale force d'opposition qui est sur un programme de rupture et qui est du côté de la paix dans le conflit qui nous est posé. Donc moi, je regarde ça avec cette échelle-là et pas l'échelle d'explication dans un groupe entre des camarades. Éric Coquerel, à l'Assemblée nationale, le texte immigration arrive bientôt. Que va pouvoir faire la France Insoumise pour essayer de peser sur ce texte quand on a l'impression que ça se joue essentiellement entre la majorité et les Républicains ? Vous l'avez dit, ça se joue principalement là-dessus. Donc vous allez être spectateur. Vous savez pourquoi ça se joue principalement là-dessus ? Mais ça a peut-être aussi un lien avec comme ça le
le soutien à un moment donné quasiment inconditionnel de certains avec un gouvernement d'extrême droite en Israël et qui comporte des racistes. Parce qu'on a une évolution, une extrême droitisation du paysage politique français qu'incarne d'ailleurs quelqu'un comme Monsieur Darmanin. Voilà. Et que vous êtes sûr qu'ils vont tomber d'accord non, la majorité et les Républicains. J'ai plutôt l'impression qu'en tout cas la majorité va laisser beaucoup aux Républicains avec cette idée qui était celle au départ du Rassemblement national qui arrive à se disperser dans tout l'espace politique français. Et quand est-ce que vous allez vous emparer du sujet à gauche de l'immigration ? Toute la question, le problème dans ce pays serait l'immigration. Voilà. Et que ce serait, et que, y compris d'ailleurs, il faudrait, à travers une loi sur l'immigration, c'est une loi massive sur l'immigration, traiter la question du terrorisme islamiste dans ce pays. D'accord, en faisant un signe d'égalité, ce qui est exactement ce que voulait le Rassemblement national. Donc vous me permettrez de dire que moi je vais m'y opposer de manière frontale. Je pense que la question principale des Français dans ce pays n'est pas la question de l'immigration. D'accord. La question principale, c'est le pouvoir d'achat, c'est l'emploi, c'est l'égalité sociale, c'est le fait que on a quelques personnes très très riches qui accumulent des richesses et qui ne cotisent plus à l'intérêt général par l'impôt, etc., etc. C'est pour moi bien plus important. Merci à vous, Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, président de la commission des finances aussi. On n'a pas parlé de budget. Bon, voilà, oui, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de parler de tout. Bien sûr. Voilà, de toute façon, c'est réglé par un 49.3 certainement à venir en début de semaine prochaine. Il y a des débats quand même. Bon, on aura le temps. Y compris la majorité minoritaire. On aura le temps d'en reparler dans les jours qui viennent sur France Info. Merci.